Il est 4h17 du matin. Le vent souffle à plus de 90 km/h sur l'arête du Mont Blanc. La température ressentie descend sous les 40 degrés C. Et à cet instant précis, son corps commence déjà à perdre la bataille. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un film hollywoodien. C'est ce qui est arrivé à un alpiniste français expérimenté, coincé à plus de 4500 mètres d'altitude, pris dans une tempête imprévisible. Mais la vraie question n'est pas seulement « comment a-t-il survécu ?» La vraie question est beaucoup plus troublante. Que se passe-t-il réellement dans le corps humain quand il est exposé à 40 degrés C? Imaginez-vous là-haut. Le ciel est noir. Le souffle du vent coupe votre respiration. Chaque inspiration brûle vos poumons. Votre visage devient insensible. Vos doigts cessent d'obéir. À 41 degrés C, le froid n'est plus une sensation. C'est une agression biologique. Les premières minutes sont trompeuses. Votre corps active immédiatement un mécanisme de survie ancestrale, la vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins de vos extrémités se contractent brutalement pour protéger vos organes vitaux. Le sang quitte vos doigts. Il quitte vos orteils. Il quitte votre peau. Votre cœur accélère légèrement. Votre respiration devient plus courte. Votre cerveau envoie un message clair. Conserve la chaleur coûte que coûte. Mais cette stratégie a un prix, car pendant que votre tronc reste chaud, vos extrémités commencent à mourir lentement. Et c'est exactement ce qui commence à arriver à notre alpiniste. Il tente de bouger ses mains. Les gants sont glacés. La sensation disparaît. À ce moment-là, la température de sa peau descend déjà sous les 10 degrés. Et scientifiquement, cela signifie une chose inquiétante. Les nerfs périphériques commencent à ralentir. Les signaux électriques dans ses doigts deviennent plus lents, moins précis, moins fiables. C'est pourquoi il a du mal à fermer la fermeture éclair de sa veste. Pas parce qu'il panique, mais parce que son système nerveux est déjà en train de se dégrader. Et nous ne sommes qu'à 10 minutes d'exposition. La majorité des gens pensent que la mort par froid est rapide. Elle ne l'est pas. Elle est progressive, silencieuse, insidieuse. À 15 minutes, un autre mécanisme s'active. Les frissons. Les frissons ne sont pas simplement des tremblements. Ce sont des contractions musculaires involontaires destinées à produire de la chaleur. Votre corps augmente sa production thermique jusqu'à 5 fois la normale. Mais cela consomme énormément d'énergie. Et en haute altitude, avec moins d'oxygène, chaque contraction musculaire coûte encore plus cher. À 4800 mètres, la pression atmosphérique est presque divisée par 2. Cela signifie que l'oxygène disponible pour les muscles est réduit, donc ils tremblent. Fort violent, incontrôlable. Mais ce tremblement est son dernier rempart. Parce que si les frissons s'arrêtent, cela signifie que le corps abandonne. Et à ce moment précis, quelque chose d'encore plus dangereux commence à se produire. Son jugement devient flou. Il ne s'en rend pas compte. Mais la température centrale de son corps descend sous les 35 degrés. Et en médecine, cela porte un nom, hypothermie légère. Et c'est là que la véritable descente commence. L'hypothermie ne tue pas d'un coup, elle désorganise. Le cerveau est extrêmement sensible à la température. À 34 degrés C, les fonctions cognitives commencent à ralentir. À 33 degrés C, la coordination motrice est altérée. À 32 degrés, le cerveau commence à se comporter comme s'il était intoxiqué. Et c'est exactement ce qui arrive. Notre alpiniste regarde sa montre. Il pense que seulement 5 minutes se sont écoulées. En réalité, cela fait déjà presque 30 minutes. La perception du temps est perturbée. Pourquoi? Parce que les neurones communiquent grâce à des réactions chimiques dépendantes de la température. Plus il fait froid, plus ces réactions ralentissent. C'est comme si votre cerveau passait en mode économie d'énergie. Mais ce mode économie réduit aussi votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Et sur le Mont Blanc, une mauvaise décision peut être fatale. Il décide de continuer à avancer. Erreur. Son corps brûle ses dernières réserves de glycogène. Le glycogène est le carburant principal utilisé pour produire de la chaleur. Sans lui, les frissons diminuent. Et quand les frissons diminuent, la production thermique chute brutalement. La température centrale commence à descendre plus vite. 33 degrés C. À ce stade, le cœur devient instable. Le rythme cardiaque ralentit. Le risque d'arythmie augmente.
Les cellules cardiaques deviennent sensibles aux déséquilibres électrolytiques. Un simple faux mouvement peut déclencher une fibrillation ventriculaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les victimes d'hypothermie sévère doivent être manipulées avec une extrême précaution. Le cœur froid est un cœur fragile. Mais il y a encore quelque chose de plus troublant. À 32 degrés C, une sensation paradoxale peut apparaître. Une sensation de chaleur. Oui, juste avant de mourir de froid, certaines personnes commencent à avoir l'impression qu'elles ont trop chaud. Ce phénomène s'appelle le déshabillage paradoxal. Il est documenté dans de nombreux cas de décès en montagne. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la vasoconstriction extrême finit par céder brutalement. Les vaisseaux sanguins se dilatent soudainement. Le sang chaud afflue vers la peau. Le cerveau interprète cela comme une montée de chaleur, et la victime enlève ses vêtements, sans comprendre qu'elle accélère sa propre mort. Heureusement, il n'en est pas encore là, mais il est proche, très proche. Le vent devient plus violent. La neige frappe son visage comme des aiguilles, mais le danger principal n'est plus le vent. C'est ce qui se passe à l'intérieur. À 32 degrés C de température corporelle interne, le cerveau entre dans une phase critique. Les fonctions exécutives, celles qui permettent de planifier, d'anticiper, de juger, commencent à se désorganiser. Le cortex préfrontal ralentit. La prise de décision devient impulsive. Il pense encore contrôler la situation. Il ne la contrôle plus. Ses mouvements deviennent mécaniques. Il répète les mêmes gestes. Il oublie des étapes essentielles. Il tente d'ajuster sa corde, mais ses doigts ne répondent plus correctement. Pourquoi? Parce que sous 30 degrés C au niveau des extrémités, la conduction nerveuse peut chuter de plus de 50%. Les fibres nerveuses dépendent de gradients ioniques précis pour transmettre un signal électrique. Le froid modifie ces gradients. Il ralentit les pompes sodium-potassium. Il rigidifie les membranes cellulaires. Le signal devient lent, imprécis, parfois interrompu. Ce n'est pas seulement une perte de sensation, c'est une perte de contrôle moteur. Et en haute montagne, perdre la motricité fine signifie perdre la capacité à manipuler un mousqueton, perdre la capacité à ajuster un crampon, perdre la capacité à survivre. Mais ce n'est que la surface. Plus profondément encore, le métabolisme cellulaire commence à ralentir. Chaque cellule du corps fonctionne grâce à des réactions enzymatiques. Ces réactions sont dépendantes de la température. Une baisse de 1 degré C peut réduire l'activité enzymatique de 5 à 7%. À 32 degrés C, le métabolisme global du corps est significativement diminué. Le cerveau consomme moins de glucose. Le cœur pompe moins efficacement. Les reins filtrent plus lentement. C'est une descente systémique, et pourtant, il ressent parfois une étrange lucidité, un moment où tout semble calme, presque paisible. Ce phénomène est décrit dans de nombreux récits de survie en montagne. Le froid extrême peut provoquer une forme d'euphorie paradoxale. Pourquoi? Parce que le cerveau, en manque d'énergie, commence à libérer des neurotransmetteurs de stress. Adrénaline, noradrénaline, parfois même une libération transitoire de dopamine. Cela crée un faux sentiment de contrôle, un sentiment de clarté. Mais c'est un mirage neurologique, car pendant ce temps, la température continue de chuter. 31,5 degrés C, 31 degrés. À 31 degrés, les frissons commencent à s'affaiblir. Et c'est extrêmement mauvais signe. Les frissons sont produits par l'hypothalamus. Cette petite structure profonde du cerveau est le centre de contrôle thermique. Mais l'hypothalamus lui-même est sensible au froid. Quand sa température diminue, sa capacité à déclencher les frissons diminue. C'est un cercle vicieux. Moins de frissons, moins de chaleur produite, baisse plus rapide de la température. À ce stade, l'hypothermie devient modérée. La coordination est sévèrement altérée. La parole devient pâteuse. Les pensées deviennent confuses. Dans certains cas, la victime commence à parler seule, à voir des choses qui ne sont pas là. Des hallucinations légères peuvent apparaître, car le cerveau froid fonctionne comme un cerveau intoxiqué. C'est comparable à un taux d'alcoolémie élevé, mais il ne s'en rend pas compte. Il croit qu'il va s'en sortir. Il pense qu'il lui suffit d'avancer encore un peu, encore 200 mètres, encore 100 mètres. Mais à 4800 mètres d'altitude, chaque pas demande un effort immense. L'oxygène est rare.
La pression partielle d'oxygène est réduite de presque 40% par rapport au niveau de la mer. Cela signifie que le sang transporte moins d'oxygène vers les tissus, et le froid augmente encore la consommation d'oxygène au niveau cellulaire. C'est une double contrainte, hypoxie plus hypothermie. Une combinaison redoutable. Le cœur commence à ralentir, bradycardie. Son rythme cardiaque descend sous 50 battements par minute. À 30 degrés C, il pourrait descendre encore plus. Le risque majeur n'est plus seulement la perte de conscience, c'est l'arythmie fatale. Le cœur froid devient électriquement instable. Les canaux ioniques cardiaques, responsables du rythme, deviennent plus lents. La repolarisation ventriculaire est perturbée. Un simple choc, une chute, un mouvement brusque, peuvent déclencher une fibrillation. Et à cette altitude, il n'y a pas de défibrillateur, il n'y a pas d'équipe médicale, il n'y a que la nuit, et le vent, et le froid. La visibilité tombe presque à zéro. Chaque pas devient incertain. Mais ce qui est encore plus incertain, c'est son état neurologique. À 30 degrés C de température centrale, l'hypothermie entre dans une phase sévère. Et ici, la physiologie humaine commence réellement à basculer vers la survie primitive. Le métabolisme cérébral chute drastiquement. Le cerveau consomme normalement environ 20% de l'énergie totale du corps. Mais à 30 degrés C, cette consommation peut diminuer de près de 30%. Cela semble protecteur. En réalité, cela signifie que les fonctions supérieures s'éteignent progressivement. Le raisonnement logique disparaît. L'instinct prend le relais. Il ne réfléchit plus. Il avance. Automatiquement, les circuits neuronaux les plus anciens, ceux du tronc cérébral, prennent le contrôle. Respirer, marcher, ne pas tomber. Mais même ces fonctions vitales sont menacées. La respiration devient plus lente, moins profonde, car le centre respiratoire bulbaire est lui aussi sensible à la température. À 29 degrés C, des pauses respiratoires peuvent apparaître. La ventilation devient irrégulière, et cela aggrave encore l'hypoxie. Moins d'oxygène, moins d'énergie, moins de chaleur produite. Le cercle vicieux s'accélère, mais il y a un phénomène encore plus troublant. Le sang devient plus visqueux. Le froid augmente la viscosité sanguine. Les globules rouges circulent moins efficacement. Le risque de microthrombose augmente. Les extrémités, déjà privées de sang par la vasoconstriction, deviennent vulnérables à la gelure. Et la gelure n'est pas simplement une brûlure par le froid, c'est une cristallisation. Lorsque les tissus descendent sous 0 degré C, des cristaux de glace peuvent se former à l'intérieur des cellules. Ces cristaux perforent les membranes cellulaires. Ils détruisent la structure interne. Même si la personne survit, les dommages peuvent être irréversibles. Doigts amputés, orteils perdus. Mais il ne pense plus à cela. Son champ de vision se rétrécit. Effet tunnel. Classique en hypothermie avancée. Le cerveau priorise la survie immédiate. Il supprime les informations périphériques. Il économise chaque watt d'énergie. À 28 degrés C, la conscience commence à vaciller. Des épisodes de somnolence apparaissent. Et c'est là le piège ultime du froid. L'envie de s'allonger, de se reposer. Juste quelques secondes. Beaucoup de victimes d'hypothermie sont retrouvées en position fétale, comme si elles s'étaient simplement endormies. Le froid donne l'illusion du sommeil. Mais ce sommeil est une prémort neurologique. Pourquoi le corps ne lutte-t-il plus? Parce que les réserves énergétiques sont presque épuisées. Le glycogène hépatique est vide. Les muscles ont consommé leurs réserves. Le corps commence à utiliser les lipides. Mais l'oxydation des graisses nécessite de l'oxygène. Et en altitude, l'oxygène manque. La production de chaleur devient inefficace. Le cœur bat à 40 battements par minute. Parfois moins. Chaque contraction est lente, faible. L'intervalle QT sur l'électrocardiogramme s'allonge. Les ondes J d'Osborne peuvent apparaître, signature électrique typique de l'hypothermie sévère. Le myocarde devient extrêmement irritable. À 27 degrés C, une fibrillation ventriculaire peut survenir spontanément. Et pourtant, il avance encore. Pourquoi? Parce que le cerveau humain possède une capacité incroyable d'autopréservation, même en état altéré, même en hypoxie, même en hypothermie. Mais il ne lui reste que quelques degrés avant l'effondrement total. À 26 degrés C de température corporelle interne,
La frontière entre la vie et la mort devient extrêmement mince. La conduction cardiaque ralentit encore. Les ventricules ne se contractent plus de manière parfaitement synchronisée. Chaque battement est un effort. Chaque battement pourrait être le dernier. Mais il y a un détail scientifique fascinant. Le froid extrême, paradoxalement, peut parfois protéger le cerveau. En ralentissant le métabolisme cellulaire, il réduit la consommation d'oxygène. C'est le principe utilisé en chirurgie cardiaque lorsqu'on refroidit volontairement le corps. Mais en montagne, ce refroidissement n'est pas contrôlé. Il est chaotique, il est imprévisible, il chute, ses genoux cèdent, il tombe dans la neige. Et c'est là que tout pourrait s'arrêter, car à 25 degrés, la perte de conscience est quasi inévitable. Mais le corps humain n'est pas une simple machine. Il possède encore une réserve, une dernière tentative, l'adrénaline. Face au stress extrême, les glandes surrénales libèrent une décharge massive d'adrénaline. Cela augmente temporairement la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la vigilance. Il ressent un sursaut, il se relève. Ce pic d'adrénaline lui donne quelques minutes supplémentaires, quelques mètres supplémentaires. Et parfois, c'est suffisant. Car dans de nombreux cas réels de survie en montagne, ce n'est pas la force physique qui sauve, c'est la fenêtre temporelle. Quelques minutes, quelques degrés. Une décision. Dans son cas, une équipe de secours était déjà en route. Un signal GPS avait été capté plus tôt. Mais il ne le savait pas. Il croyait être seul. Et c'est peut-être cela qui l'a maintenu en mouvement. À 24 degrés, la survie sans intervention médicale devient extrêmement improbable. Mais l'histoire médicale regorge de cas surprenants. Des personnes réanimées après des températures internes de 13 degrés C. Parce qu'en hypothermie profonde, le cerveau peut survivre plus longtemps sans oxygène. Le froid ralentit la mort cellulaire, mais la limite reste étroite. Il voit une lumière. Est-ce une hallucination ou un secours réel? Il ne distingue plus. Son audition est altérée. Ses pensées sont fragmentées. Puis le noir. Mais ce noir n'est pas définitif. Il sera retrouvé, refroidi, inconscient, mais vivant, transporté, réchauffé progressivement. Car en médecine d'urgence, une règle existe. Personne n'est mort tant qu'il n'est pas chaud et mort. Son cœur repartira. Son cerveau récupérera. Lentement, il gardera des séquelles mineures, mais il survivra. Et cette survie n'est pas un miracle mystique. C'est une démonstration brutale de la physiologie humaine. Le corps humain peut survivre à 40 degrés, mais seulement si une chaîne complexe de mécanismes tient suffisamment longtemps. Vasoconstriction, frisson, adrénaline, ralentissement métabolique et parfois un peu de chance. La prochaine fois que vous verrez le Mont Blanc, posez-vous une question. Si vous étiez exposé à 40 degrés, combien de minutes votre corps tiendrait-il? Et surtout, reconnaîtriez-vous les signes avant qu'il ne soit trop tard? Le Mont Blanc n'est pas seulement une montagne. C'est un environnement hostile conçu pour éliminer l'erreur humaine. À près de 4800 mètres d'altitude, l'air contient environ 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Mais ce chiffre, à lui seul, ne raconte pas toute l'histoire. L'air est aussi extrêmement sec. Chaque inspiration d'air polaire retire de l'humidité de vos voies respiratoires. À 40 degrés, l'air inspiré doit être réchauffé et humidifié par les poumons avant d'atteindre les alvéoles. Ce processus consomme de l'énergie thermique. Autrement dit, respirer vous refroidit encore plus. Chaque souffle lui vole de la chaleur. Et plus il respire vite à cause de l'effort, plus il perd de chaleur. Le vent n'est pas simplement un vent. C'est un vent katabatique. Un vent descendant, lourd, froid, accéléré par la gravité. Il peut dépasser 100 km/h et avec le facteur wind chill, une température réelle de 25 degrés peut devenir ressentie comme 40 degrés C ou pire. Le vent détruit la fine couche d'air chaud que le corps tente de maintenir autour de la peau. Sans vent, une couche isolante microscopique se forme naturellement. Avec vent violent, elle disparaît instantanément. La perte thermique explose. La conduction augmente. La convection s'intensifie. Et l'évaporation, malgré le froid, continue par la respiration. Le sol sous ces crampons est un piège invisible. La neige fraîche masque les crevasses. Certaines peuvent avoir 30 mètres de profondeur, mais dans un white-out,
Il est impossible de distinguer le relief. Le ciel et la terre deviennent une seule masse blanche. Le contraste disparaît. Le cerveau perd ses repères visuels. Le système vestibulaire devient confus. L'équilibre est perturbé. L'isolement sensoriel s'installe. Et l'isolement psychologique suit. Le silence est total. La neige absorbe le son. Même le vent semble étouffé. Il se retrouve dans une bulle blanche. Un monde sans profondeur, sans horizon, sans repère temporel. Et cette désorientation environnementale aggrave la désorientation neurologique causée par l'hypothermie. Le cerveau a besoin de repères pour rester structuré. Quand l'environnement devient monotone, les hallucinations sont plus probables. La fatigue visuelle s'ajoute à la fatigue métabolique. Mais il y a encore un autre facteur, le rayonnement. La neige reflète jusqu'à 80% du rayonnement solaire. Même par temps couvert, l'irradiation ultraviolette peut être intense. Les yeux peuvent souffrir de cécité des neiges, une kératite douloureuse. La vision se trouble, la perception spatiale diminue. Et pendant ce temps, la pression atmosphérique réduite affecte aussi la circulation. À haute altitude, le corps produit plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Mais ce processus prend des jours. En situation aiguë, le sang transporte moins d'oxygène. Les tissus refroidis deviennent encore plus vulnérables. Le froid rend aussi les matériaux fragiles. Les mousquetons peuvent geler. Les cordes peuvent devenir rigides. Le métal absorbe la chaleur de la peau en quelques secondes. Un contact direct peut provoquer une adhérence immédiate. La peau humide peut coller au métal. Et chaque micro-erreur devient exponentiellement dangereuse. Ce n'est pas seulement le froid. C'est l'addition de altitude, vent, hypoxie, isolement, déshydratation, épuisement, radiation, désorientation. Le Mont Blanc ne tue pas par un seul facteur, il tue par accumulation. Et son corps, déjà en hypothermie sévère, doit lutter sur tous ces fronts simultanément. Alors qu'il lutte contre le vent, contre l'altitude, contre le froid, son corps active un mécanisme dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Un mécanisme ancestral, silencieux, invisible, mais potentiellement salvateur. La graisse brune. Contrairement à la graisse blanche, celle que nous associons au stockage d'énergie, la graisse brune n'est pas conçue pour stocker. Elle est conçue pour brûler. À l'intérieur de ces cellules se trouvent des milliers de mitochondries, bien plus que dans les cellules adipeuses classiques. Et ces mitochondries contiennent une protéine unique, la protéine UCP1, Uncoupling Protein 1. Cette protéine permet un phénomène extraordinaire. Normalement, dans les cellules, les mitochondries produisent de l'énergie sous forme d'ATP. Mais grâce à UCP1, l'énergie issue de la respiration cellulaire n'est pas convertie en ATP. Elle est libérée directement sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse sans frisson. Un feu interne, silencieux, sans mouvement musculaire, sans tremblement. Ce mécanisme est extrêmement puissant chez les nourrissons, car les bébés ne peuvent pas frissonner efficacement. Mais pendant longtemps, on pensait que les adultes avaient presque perdu cette capacité. Puis les scanners PET modernes ont révélé la vérité. Les adultes possèdent encore de la graisse brune, principalement autour du cou, des épaules, le long de la colonne vertébrale, et chez les individus régulièrement exposés au froid, cette graisse peut devenir plus active, plus dense, plus efficace. Notre alpiniste, habitué aux hautes altitudes, avait probablement une activation plus importante de son tissu adipeux brun. Des études ont montré que les alpinistes, les nageurs en eau froide et certaines populations nordiques présentent une activité accrue de graisse brune. C'est une adaptation partielle, mais cruciale. Quand les frissons commencent à s'affaiblir, la graisse brune prend le relais. Elle consomme du glucose, des acides gras. Elle augmente la dépense énergétique. Elle peut multiplier par 2 la production thermique locale. Mais ce mécanisme a des limites. Il dépend des réserves énergétiques. Il dépend de l'oxygène. Et à 4800 mètres d'altitude, l'oxygène est rare. Donc même ce système salvateur est compromis. Pour produire de la chaleur via la graisse brune, les mitochondries doivent oxyder des substrats énergétiques. Sans oxygène, la chaîne respiratoire ralentit, la thermogénèse diminue. C'est une bataille cellulaire, invisible, mais décisive.
À ce moment-là, son corps est en train de brûler ses dernières réserves lipidiques. Son métabolisme bascule. Il entre dans un état catabolique profond. Le cortisol augmente. Les hormones thyroïdiennes tentent d'augmenter le métabolisme basal. Mais en hypothermie sévère, la production hormonale est elle-même perturbée. La thyroïde ralentit, l'insuline chute, le glucagon augmente. Le corps tente de maintenir une glycémie minimale, car le cerveau, même ralenti, a besoin de glucose. Mais ce n'est pas seulement une question de graisse. Il existe aussi des différences individuelles génétiques. Certaines personnes possèdent une expression plus élevée du gène UCP1. D'autres ont une meilleure vascularisation périphérique. Certaines populations vivant depuis des générations en climat froid montrent une adaptation subtile, une meilleure tolérance au refroidissement périphérique, une récupération plus rapide après exposition. Mais aucune adaptation humaine ne permet de survivre indéfiniment à 40 degrés C sans protection. La graisse brune n'est pas un super pouvoir. C'est un répit, un délai, une marge, et dans son cas, cette marge a peut-être été suffisante, car pendant que sa température centrale descendait, pendant que son cœur ralentissait, des millions de mitochondries brunes brûlaient silencieusement leur dernier substrat, retardant l'effondrement, minute après minute, degré après degré. La question n'est donc pas seulement « peut-on survivre à 40 degrés oui ?» La vraie question est « combien de temps votre graisse brune peut-elle tenir ?» Et la réponse dépend de votre entraînement, de votre masse corporelle, de votre état nutritionnel, de votre acclimatation et surtout de votre environnement. Car face au Mont Blanc, même la biologie la plus sophistiquée reste fragile. Mais si la graisse brune peut retarder l'hypothermie, peut-on l'entraîner? Peut-on transformer son propre corps en machine plus résistante au froid? La réponse est fascinante. Oui, mais avec des limites très claires. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs laboratoires européens ont étudié l'adaptation humaine au froid contrôlé. Des expériences ont exposé des volontaires à 14 degrés C pendant plusieurs heures par jour, sur plusieurs semaines. Résultat, une augmentation mesurable de l'activité du tissu adipeux brun. Les scanners ont montré une activation accrue de la région supraclaviculaire, plus de mitochondries, plus du CP1, plus de thermogénèse. Autrement dit, le corps peut s'adapter, mais cette adaptation est progressive. Elle nécessite une exposition répétée, contrôlée, et surtout, non extrême, car il y a une différence immense entre 14 degrés et 40 degrés. Les méthodes modernes d'exposition au froid, bain glacé, douche froide, immersion en eau à 10 degrés, stimulent principalement la réponse sympathique. Elles augmentent l'adrénaline. Elles améliorent la tolérance à l'inconfort. Elles entraînent légèrement la graisse brune. Mais elles ne préparent pas le corps à une hypothermie sévère prolongée en altitude. Le cas de Wim Hof, souvent cité, est intéressant. Son exposition répétée au froid semble avoir modifié sa réponse physiologique. Des études ont montré qu'il active volontairement son système nerveux autonome. Mais même dans son cas, les expositions sont contrôlées, durée limitée, et jamais combinées à hypoxie sévère d'altitude. C'est là que réside la différence. Le Mont Blanc impose un stress combiné, froid extrême, hypoxie, vent violent, effort physique, isolement. Ce cocktail est beaucoup plus agressif qu'un bain glacé, mais il existe néanmoins des adaptations mesurables chez les alpinistes réguliers. Une meilleure vasoconstriction périphérique contrôlée, une récupération thermique plus rapide après refroidissement, une perception plus tardive de l'inconfort. Ce dernier point est doublement dangereux, car une meilleure tolérance subjective ne signifie pas une meilleure protection biologique. Vous pouvez vous sentir plus fort, mais vos cellules restent vulnérables. L'entraînement au froid augmente aussi parfois la capacité oxydative mitochondriale. Les muscles deviennent légèrement plus efficaces, mais à 40 degrés C, la vitesse des réactions enzymatiques chute brutalement, quel que soit votre entraînement. Aucune adaptation humaine ne permet d'abolir la thermodynamique. La perte thermique dépend de gradients physiques, et la physique gagne toujours à long terme. Alors qu'est-ce qui peut réellement améliorer vos chances? La composition corporelle. Un pourcentage modéré de masse grasse améliore l'isolation. Une bonne condition cardiovasculaire améliore la perfusion. Une acclimatation progressive à l'altitude réduit le stress hypoxique.
Mais même l'alpiniste le mieux préparé reste exposé. La différence entre survie et mort se joue souvent sur des détails. Un abri improvisé, un équipement sec, une décision prise 10 minutes plus tôt. Car le froid extrême ne pardonne pas l'erreur cumulée. Il n'y a pas de seuil magique où le corps devient invincible. Il y a seulement une capacité à retarder l'effondrement, et dans son cas, chaque minute gagnée grâce à son adaptation à compter. Mais voici la question la plus troublante. Si vous commenciez dès aujourd'hui à vous exposer au froid régulièrement, seriez-vous réellement capable de survivre à 40 degrés C en altitude, ou simplement un peu moins vulnérable? La science est claire. On peut améliorer la résistance au froid modéré. On peut augmenter l'activation de la graisse brune. On peut optimiser sa réponse sympathique. Mais face à un environnement comme le sommet du Mont Blanc en tempête, la biologie humaine atteint toujours une limite. La seule vraie protection reste la prévention, la préparation, la lecture de l'environnement. Car dans ce type d'environnement, ce n'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui comprend le danger avant qu'il ne soit visible. Ce que notre alpiniste a vécu n'est pas un cas isolé. Chaque année, dans le massif du Mont Blanc, plusieurs cas d'hypothermie sévère sont documentés. Certains survivent, d'autres non. En 2012, 2 alpinistes ont été surpris par une tempête sur la voie normale du Mont Blanc. La température a chuté brutalement sous 30 degrés C avec un vent violent. L'un d'eux a été retrouvé inconscient, température corporelle estimée autour de 26 degrés C. Il a survécu. Pourquoi? Parce que son refroidissement a été progressif. Parce que son cœur ne s'est pas mis en fibrillation. Parce que les secours ont appliqué un protocole précis. Mais en 2018, sur le même massif, un autre cas s'est terminé différemment. Tempête blanche, white-out total, désorientation, hypothermie. La victime s'est assise pour se reposer. Elle n'a jamais été retrouvée vivante. Ce détail revient constamment dans les rapports du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. La phase où la victime s'arrête volontairement, c'est le moment le plus critique, car à ce stade, la température centrale est souvent déjà sous 30 degrés. Le cerveau n'est plus capable d'évaluer correctement le danger. Dans plusieurs cas analysés, les survivants rapportent une sensation de fatigue irrésistible, une impression que tout allait bien, une perception altérée du froid. C'est exactement ce que décrit la littérature médicale. L'hypothermie altère la perception thermique. Le cerveau froid interprète mal les signaux périphériques. Il peut même créer une sensation de confort illusoire. Autre cas marquant, 2007, massif des Écrins. Un guide expérimenté surpris par une chute de température rapide. Température corporelle mesurée à l'hôpital, 24,7 degrés. C'est une hypothermie profonde. À ce niveau, le taux de survie chute drastiquement. Mais il a survécu. Son cœur battait encore, lentement, à environ 28 battements par minute. Il a été réchauffé progressivement. Ce cas a été étudié car il démontre une réalité peu connue. Le corps humain peut survivre à des températures extrêmement basses si le refroidissement est progressif et si le cœur ne fibrille pas. C'est pourquoi la règle en médecine d'urgence alpine est claire. Une victime hypotherme n'est jamais considérée morte tant qu'elle n'est pas réchauffée. Cette règle existe parce que le froid ralentit la dégradation cérébrale. Il protège partiellement les neurones. Mais cela ne signifie pas que la survie est fréquente. Elle est rare, et elle dépend d'une chaîne d'événements précis. Lorsqu'une victime d'hypothermie sévère arrive à l'hôpital, le protocole est extrêmement rigoureux. La première règle, manipulation minimale. Pourquoi? Parce qu'un cœur froid est instable. Un mouvement brusque peut déclencher une fibrillation ventriculaire. La victime est placée sur un monitoring cardiaque continu. On observe souvent un rythme très lent, parfois irrégulier. Des ondes J d'Osborne sur le CG, typiques de l'hypothermie. Ensuite vient le réchauffement, mais pas n'importe comment. Il existe 3 niveaux de réchauffement. Un réchauffement passif externe, couvertures isolantes, environnement chauffé. 2 réchauffements actifs externes, couverture chauffante, air chaud pulsé. 3 réchauffements actifs internes. Et c'est là que cela devient impressionnant. Dans les cas sévères, on utilise parfois lavage gastrique à solution chaude, lavage thoracique, perfusion intraveineuse chauffée, ECMO, circulation extracorporelle. L'ECMO est une machine qui prend le sang du patient
le réchauffe artificiellement et le réinjecte. C'est une forme de cœur-poumon artificiel. Dans les cas les plus extrêmes, c'est ce dispositif qui permet la survie. Le réchauffement doit être progressif, environ 1 à 2 degrés C par heure. Un réchauffement trop rapide peut provoquer un afterdrop. L'afterdrop est un phénomène dangereux. Lorsque les extrémités froides se réchauffent trop vite, le sang très froid retourne vers le cœur. Cela peut faire chuter encore plus la température centrale et déclencher une arythmie fatale. C'est pourquoi le réchauffement commence souvent par le tronc. On protège le cœur en priorité. Autre danger, les déséquilibres électrolytiques. Le potassium peut augmenter dangereusement. Un taux élevé de potassium est souvent un signe de pronostic sombre, mais pas toujours définitif. Des cas documentés montrent des réanimations réussies après plus d'1 heure d'arrêt cardiaque en hypothermie profonde, parce que le cerveau froid consomme très peu d'oxygène. C'est un paradoxe biologique. Le même froid qui tue peut aussi protéger, mais cette protection est fragile. Elle dépend de la rapidité d'intervention, de la qualité du protocole, de l'état initial du patient. Dans le cas de notre alpiniste, le réchauffement a été lent, contrôlé, surveillé, et son cœur est reparti. Ce n'était pas un miracle, c'était une chaîne physiologique respectée, et une équipe formée à comprendre le froid. La nuit est encore présente sur le massif du Mont Blanc. Le vent souffle toujours, mais cette fois, il n'est plus seul. Les secouristes avancent lentement, attachés les uns aux autres. Chaque pas est calculé. Chaque décision peut coûter une vie. Ils savent ce qu'ils cherchent, un corps, mais ils espèrent encore trouver un homme. Quand ils le repèrent, il est partiellement enseveli dans la neige. Position semi-fétale, immobilité presque totale, visage figé, cils gelés. La première évaluation est rapide, respiration lente, presque imperceptible, pouls faible, mais présent. Et c'est là que commence la deuxième bataille. Car survivre à 43 degrés C n'est que la première étape. Revenir à la vie en est une autre. Pendant qu'il le stabilise, le vent continue de frapper. Le Mont Blanc n'a aucune compassion. La montagne ne récompense pas le courage. Elle ne punit pas l'erreur. Elle est indifférente. Et c'est précisément cela qui la rend dangereuse. La nature n'est ni hostile ni bienveillante. Elle est neutre. Mais notre biologie, elle, ne l'est pas. Notre corps est le résultat de millions d'années d'évolution, conçu pour survivre dans des climats variables, mais pas dans des tempêtes à 40 degrés en haute altitude. Alors pourquoi certains survivent? Pourquoi lui? La réponse n'est pas mystique, elle est physiologique. Sa graisse brune active, sa vasoconstriction efficace, son ralentissement métabolique progressif, son cœur qui n'a pas fibrillé, un refroidissement lent, une extraction relativement rapide. Chaque variable a joué un rôle, mais il y a autre chose, un facteur que la science mesure difficilement, la volonté, pas au sens romantique, au sens neurobiologique. Le cerveau humain, même en hypothermie, tente de préserver les fonctions vitales le plus longtemps possible. Les structures profondes, tronc cérébral, hypothalamus, continuent à réguler. Respirer, maintenir une perfusion minimale, préserver l'équilibre ionique. Même quand la conscience s'éteint, la survie ne dépend pas seulement de la force, elle dépend de la stabilité des systèmes internes. Et face à la montagne, seuls ces systèmes comptent. La question que beaucoup se posent est simple. Quel est le véritable seuil mortel du froid? Il n'existe pas de chiffre universel. On peut mourir à 5 degrés C. On peut survivre à 40 degrés. Tout dépend de la durée d'exposition, l'humidité, le vent, l'altitude, l'état nutritionnel, l'hydratation, l'acclimatation, la rapidité d'intervention. La mort par hypothermie n'est pas instantanée. Elle est une cascade. D'abord, vasoconstriction, puis frisson, puis diminution des frissons, confusion, bradycardy, arythmie, perte de conscience, fibrillation, arrêt cardiaque. Mais cette cascade peut être interrompue si le cœur continue à battre, si le refroidissement est progressif, si la réanimation est adaptée. C'est pourquoi la médecine moderne considère l'hypothermie sévère comme une urgence potentiellement réversible. Le froid ralentit la mort cellulaire. Il réduit les besoins métaboliques. Il protège parfois le cerveau plus longtemps que la chaleur extrême.
Mais cela ne doit jamais créer une illusion de sécurité. L'environnement alpin est un multiplicateur de risques. Hypoxie plus froid, synergie dangereuse. Le manque d'oxygène augmente la fatigue. La fatigue réduit la production thermique. La production thermique réduite accélère l'hypothermie. Chaque facteur amplifie l'autre. Et c'est là la vraie leçon scientifique. Ce n'est pas un seul paramètre qui tue, c'est l'accumulation. La montagne est un système complexe, et le corps humain est un système complexe. Quand deux systèmes complexes interagissent, l'erreur se paie cher. Regardez le Mont Blanc, majestueux, silencieux, immobile. Et demandez-vous, si vous étiez là-haut, combien de minutes tiendriez-vous? Reconnaîtriez-vous les signes de l'hypothermie? Ou penseriez-vous simplement être fatigué? Comprendriez-vous que la sensation de chaleur soudaine est un signal d'alarme? Que l'envie de s'asseoir est un piège neurologique? Que la confusion n'est pas de la panique, mais un cerveau qui refroidit? La plupart des victimes ne savent pas qu'elles sont en train de mourir, parce que le froid altère le jugement, parce que la montagne efface les repères, parce que l'instinct humain n'est pas calibré pour 40 degrés C en altitude. La nature ne nous teste pas, elle nous expose. Et la survie dépend de la compréhension. Comprendre son corps, comprendre l'environnement, comprendre les limites. La vraie force n'est pas de défier la montagne, c'est de respecter ses règles. La vraie résilience n'est pas d'être invincible, c'est de savoir quand reculer. Car dans l'histoire de cet alpiniste, la victoire n'est pas d'avoir atteint un sommet. La victoire est d'être revenu vivant. Et si cette histoire vous a appris quelque chose, ce n'est pas seulement sur le froid, c'est sur la fragilité humaine, sur la précision de notre biologie, sur l'équilibre entre vie et mort qui peut tenir à quelques degrés, à quelques minutes, à une décision. Si cette histoire vous a marqué, écrivez en commentaire. Pensez-vous que vous pourriez reconnaître les signes de l'hypothermie à temps? Et surtout, jusqu'à quelle température pensez-vous que le corps humain peut survivre? Partagez votre estimation. Je lirai vos réponses. Et si vous voulez découvrir ce qui arrive au corps humain dans des environnements encore plus extrêmes, abonnez-vous, car la nature n'a pas encore révélé toutes ses limites, et le corps humain non plus.